La trace dans la neige n'était ni hésitante ni désordonnée. Elle était nette, profonde, déterminée. Une seule paire d'empreintes, masculines, semblait s'éloigner vers le portail latéral du domaine, celui que presque personne n'utilisait. Armand sentit son estomac se nouer. Cette entrée était verrouillée chaque soir par le majordome lui-même. À l'intérieur, le salon avait perdu sa chaleur festive. Les rires s'étaient éteints, remplacés par des chuchotements nerveux. Éléonore avait été installée près de la cheminée. Son corps frêle tremblait encore, mais ses paupières restaient closes. Le médecin du village, invité pour le dîner, s'était précipité à son chevet. « Elle n'est pas gelée. Pas encore, » murmura-t-il gravement. « Mais elle a passé trop de temps dehors. » Trop de temps. Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Armand comme une accusation. Il balaya la pièce du regard. Ses invités évitaient ses yeux. Sa sœur Mathilde, toujours élégante et froide, tenait son verre d'une main tremblante. Son associé, Gérard Lemaire, fixait obstinément le tapis persan comme s'il trouvait un intérêt soudain. Même le majordome, fidèle depuis 20 ans, semblait troublé. Armand s'approcha lentement d'Éléonore. Une mèche de ses cheveux gris collait à son front glacé. Il remarqua alors quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. Sa main droite était fermée, crispée sur un morceau de tissu sombre. Il tenta doucement d'ouvrir ses doigts. À l'intérieur, un fragment de velours noir, arraché avec force. Ce n'était pas le sien. Il en était certain. Un silence pesant envahit la pièce lorsqu'il leva le morceau de tissu à la lumière. Plusieurs regards se baissèrent instinctivement. Armand sentit la colère revenir, plus brûlante encore. « Qui est sorti ce soir » demanda-t-il d'une voix basse, maîtrisée, mais dangereuse. Personne ne répondit. Le vent frappa les vitres avec violence, comme pour rappeler que dehors, l'hiver n'avait aucune pitié. Armand se dirigea vers le hall d'entrée. Les manteaux des invités étaient suspendus soigneusement. Il passa ses doigts sur les étoffes. Laine, cachemire, tweed. Puis il s'arrêta. Un manteau manquait. Son regard se durcit. Lentement, il se tourna vers Gérard Lemaire. Mais avant qu'il ne puisse prononcer un mot, un faible gémissement s'échappa des lèvres d'Éléonore. Ses paupières frémirent, et dans un souffle presque inaudible, elle prononça un seul mot. Un prénom. Le prénom glissa hors de ses lèvres comme un dernier souffle arraché à l'ombre. Julien. Un frisson parcourut l'assemblée. Ce prénom n'était pas celui d'un invité, ni celui d'un domestique présent ce soir-là. Armand sentit son cœur cogner contre sa poitrine. Julien, son fils. Le silence devint presque insupportable. Mathilde porta une main à sa bouche. Gérard releva brusquement la tête, visiblement aussi surpris que les autres, ou peut-être jouait-il la surprise. Armand, lui, ne bougeait plus. Son regard était devenu dur, impénétrable. Julien Delacroix n'était pas censé être au manoir. Officiellement, il passait Noël à Paris, loin de cette demeure qu'il avait quittée après une dispute violente avec son père quelques mois plus tôt. Une dispute dont personne ne connaissait réellement la cause. Pourquoi Éléonore avait-elle murmuré son prénom? Armand s'agenouilla près d'elle. « Éléonore, regarde-moi. » Sa voix tremblait malgré lui. Que s'est-il passé? Où est-il? Ses paupières s'ouvrirent légèrement. Ses yeux, d'un gris fatigué, cherchaient quelque chose ou quelqu'un. Elle tenta de parler à nouveau, mais aucun son distinct ne sortit. Sa main se crispa dans le vide, comme si elle voulait saisir une vérité qui lui échappait déjà. Le médecin intervint. « Elle doit se reposer. Si vous la pressez ainsi, vous risquez d'aggraver son état. » Mais Armand n'écoutait plus. Son esprit remontait le fil des souvenirs. Julien, impulsif, orgueilleux, incapable d'accepter l'autorité paternelle. Julien, qui accusait son père d'injustice, de cruauté même, envers ceux qui travaillaient pour lui. Julien, qui défendait souvent Éléonore lorsqu'elle semblait épuisée ou injustement traitée. Une pensée glaçante traversa l'esprit d'Armand. Et si son fils était revenu en secret? Il se redressa brusquement et se dirigea vers l'escalier menant aux chambres. « Personne ne quitte cette maison », déclara-t-il d'un ton qui ne laissait place à aucune objection. Il monta les marches deux à deux, le plancher ancien grinçant sous ses pas pressés. Devant la porte de la chambre de Julien, fermée depuis des mois, il hésita une fraction de seconde. Puis il tourna la poignée. La pièce était plongée dans l'obscurité, mais une fenêtre était entr'ouverte, laissant entrer l'air glacial de la nuit. Et sur le bureau, encore humide de neige fondue, reposait un gant de cuir noir. Le gant était encore froid lorsqu'Armand le prit entre ses doigts. Le cuir noir, souple, de grande qualité, il le reconnaîtrait entre mille. C'était un cadeau qu'il avait offert à Julien 2 hivers plus tôt, lors d'un Noël qui semblait aujourd'hui appartenir à une autre vie. À côté,
Une fine pellicule d'eau fondue dessinait le contour d'une main précipitée. Son souffle se fit plus court. La fenêtre entr'ouverte battait légèrement contre le mur, laissant entrer un vent tranchant. Sur le rebord, des traces de neige confirmaient qu'on était passé par là. Mais était-ce une fuite ou une entrée? Armand s'approcha lentement du lit. La couverture était froissée. Quelqu'un s'y était assis récemment. Il passa sa main sur l'oreiller encore tiède. Julien était là, ou venait d'y être. En bas, des voix s'élevaient. Il entendait sa sœur tenter de rassurer les invités, minimisant la situation avec une nervosité mal dissimulée. Gérard parlait à voix basse, son ton pressé. Armand sentit une tension nouvelle naître en lui. Quelque chose lui échappait. Quelque chose de plus grand que la simple présence inattendue de son fils. Il ouvrit brusquement l'armoire. Des vêtements avaient disparu. Pas tous, juste quelques pièces essentielles. Comme si quelqu'un avait préparé un départ rapide, mais réfléchi. Son regard s'arrêta alors sur le miroir ancien accroché au mur. Sur la surface légèrement embuée, un mot avait été tracé du bout des doigts. « Pardon ». Le cœur d'Armand se serra. Un bruit soudain dans le couloir le fit sursauter. Des pas rapides. Il sortit de la chambre, le gant toujours serré dans sa main. Au bas de l'escalier, le majordome levait les yeux vers lui, le visage blême. « Monsieur, Éléonore vient de reprendre connaissance. » Armand descendit sans un mot. Lorsqu'il entra dans le salon, tous les regards se tournèrent vers lui. Éléonore était assise, soutenue par le médecin. Elle semblait fragile, mais consciente. Ses yeux croisèrent ceux d'Armand et cette fois, il y eut quelque chose de différent. Pas de peur, pas de confusion, mais une détermination douloureuse. Elle inspira profondément, comme si chaque moelle lui coûtait. Il voulait partir, murmura-t-elle. Un silence lourd tomba. Qui voulait partir? Demanda Armand d'une voix grave. Éléonore détourna brièvement les yeux vers l'entrée du salon, comme si elle craignait que quelqu'un n'écoute. Puis elle répondit, et ce qu'elle révéla fit vaciller la certitude d'Armand sur tout ce qu'il croyait savoir. « Ce n'est pas lui que vous devez craindre », souffla Éléonore d'une voix encore faible, mais étrangement assurée. Armand sentit une tension électrique traverser la pièce. « Expliquez-vous. » Elle chercha son souffle. Julien ne voulait pas fuir, il voulait vous protéger. Un murmure incrédule parcourut les invités. « Protéger? De quoi? De qui ?» Le regard d'Éléonore se posa lentement sur Gérard Lemaire. Une seconde à peine, mais suffisante. Gérard pâlit imperceptiblement. « C'est absurde », lâcha-t-il avec un rire nerveux. « Cette femme délire encore. Elle a été exposée au froid, son jugement. »« Elle ne délire pas », coupa Armand d'un ton glacial. Éléonore reprit, rassemblant ses forces. « Julien a découvert des documents, des transferts d'argent inhabituels, des signatures falsifiées. Il pensait que vous étiez en danger, qu'on cherchait à vous ruiner. » Le visage d'Armand se figea. Quel document? Dans le bureau, derrière le panneau mural. Un silence lourd tomba. Seul les crépitements du feu rompaient l'atmosphère suffocante. Armand tourna lentement la tête vers Gérard. « Tu es le seul à connaître ce compartiment secret. » Gérard se redressa. « C'est ridicule. Si des irrégularités existent, nous pouvons les examiner calmement, mais accuser sans preuve. » Julien avait les preuves, murmura Éléonore, et quel cas la surprit. Son regard se brouilla un instant, mais elle continua. « Il m'a demandé de l'aider à sortir discrètement. Il voulait vous parler demain matin, loin de tout le monde. Mais avant qu'il ne puisse partir, quelqu'un est intervenu dans le jardin. Il y a eu une dispute. » Armand sentit son cœur se serrer. « Une dispute ?» Éléonore hocha faiblement la tête. « J'ai tenté d'intervenir. On m'a poussé. Je suis tombé dans la neige. » Un souffle collectif d'indignation parcourut la pièce. « Qui vous a poussé ?» demanda Armand, chaque mot chargé d'une colère contenue. Éléonore ferma les yeux, comme si nommer cette personne représentait un danger encore plus grand. « Je n'ai pas vu clairement, mais j'ai entendu une voix. Elle disait « Il ne doit jamais savoir. » Un frisson parcourut l'échine d'Armand. Il comprit alors que cette nuit n'était pas un simple malentendu familial. Quelqu'un jouait un jeu dangereux, sous son propre toit, profitant de la fête et du chaos. Et si Julien détenait vraiment des preuves, alors où était-il maintenant? La veille de Noël, alors que les cloches des églises résonnaient doucement dans l'air glacé de la campagne française, un cri déchira le silence d'un vieux manoir isolé près de Colmar. Ce cri n'était pas celui du vent ni d'un animal perdu dans la neige. C'était celui d'un homme dont le monde venait de basculer. Armand Delacroix, riche propriétaire terrien respecté et redouté, venait d'ouvrir la porte arrière de son domaine lorsqu'il la vit.
Étendue sur les dalles de pierre, immobile, sa domestique Éléonore semblait figée par le froid, son souffle à peine visible dans l'air hivernal. La neige recouvrait déjà le bas de sa robe sombre. Son visage, d'ordinaire si discret et effacé, était d'une pâleur inquiétante. Armand resta pétrifié. Pendant une fraction de seconde, le temps sembla suspendu. Les guirlandes lumineuses scintillaient encore autour des fenêtres, contrastant cruellement avec la scène. À l'intérieur, ses invités riaient autour d'un feu crépitant, ignorant le drame qui se jouait à quelques mètres seulement. Mais ce n'était pas seulement la peur qui se lisait dans les yeux d'Armand. C'était autre chose, une colère brûlante, incontrôlable, qui montait en lui comme une tempête. Une colère si intense qu'elle allait bientôt choquer tout le monde. Car Éléonore n'était pas simplement une domestique. Elle travaillait au manoir depuis plus de 10 ans, silencieuse, loyale, presque invisible aux yeux des autres. Pourtant, ce soir-là, en la voyant ainsi abandonnée au froid, Armand comprit que quelque chose d'inadmissible venait de se produire sous son propre toit. Que s'était-il passé? Pourquoi était-elle dehors, seule, par une nuit aussi glaciale? Il retira son manteau et le posa brusquement sur elle, appelant les autres à l'aide d'une voix qui ne lui ressemblait pas. Les invités accoururent, choqués par la scène, mais encore plus par l'expression d'Armand. Ses poings étaient serrés, son regard sombre, déterminé. Il murmura quelque chose que personne n'entendit clairement, mais qui glaça le sang de ceux qui se trouvaient à proximité. Si cette histoire vous intrigue déjà, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour découvrir des récits captivants comme celui-ci. Alors que les domestiques tentaient de transporter Éléonore à l'intérieur, Armand fixa la trace unique laissée dans la neige derrière elle. Une trace qui ne semblait pas être la sienne. Le vent redoubla d'intensité, faisant vibrer les vitres comme si la maison elle-même frissonnait devant la vérité qui s'approchait. Armand resta immobile quelques secondes, le regard perdu dans les flammes de la cheminée. Puis, sans un mot, il quitta le salon et se dirigea vers son bureau. Personne n'osa l'arrêter. La pièce était sombre, imprégnée d'une odeur de cuir et de vieux papier. Armand ferma la porte derrière lui et s'avança vers la bibliothèque monumentale. Ses doigts glissèrent sur les reliures jusqu'à atteindre le panneau discret, dissimulé derrière une rangée d'ouvrages juridiques. Il appuya au bon endroit. Un léger déclic. Le panneau s'ouvrit, mais l'espace secret était vide. Pas de dossier, pas d'enveloppe, pas de clé USB. Rien. Son cœur manqua un battement. Julien avait donc bien trouvé quelque chose et l'avait emporté, ou quelqu'un l'avait pris avant lui. Un détail attira soudain son attention. Sur le bureau, une feuille froissée dépassait légèrement de la corbeille. Armand la récupéra. C'était un relevé bancaire. Plusieurs virements importants vers une société qu'il ne reconnaissait pas. Le nom était partiellement effacé, mais une signature figurait en bas. La sienne, ou du moins une imitation presque parfaite. Ses mains tremblèrent. Ce n'était plus une simple suspicion. C'était une trahison méthodique. Un bruit se résonna à l'étage. Armand se redressa brusquement. Des pas précipités. Une porte claquait. Il sortit du bureau et monta l'escalier. Le couloir était vide, sauf qu'une fenêtre au bout venait d'être ouverte. Les rideaux blancs flottaient dans la nuit glaciale. Il se pencha. Dans la neige fraîche, de nouvelles empreintes apparaissaient, plus petites que celles observées plus tôt. Elles semblaient courir vers l'écurie. Julien, ou quelqu'un qui le poursuivait? Sans réfléchir, Armand attrapa un manteau et descendit à toute vitesse. Derrière lui, il entendait des voix inquiètes, mais il n'écoutait plus. Le froid le frappa au visage lorsqu'il franchit la porte. La nuit était d'un noir profond, seulement éclairé par la lune et les lumières lointaines du manoir. Il avança dans la neige, suivant les traces qui menaient droit vers l'écurie abandonnée. La porte en bois grinçait légèrement, entr'ouverte. Armand posa la main sur la poignée. Et de l'intérieur, il entendit une voix étouffée, une voix qui appelait à l'aide. Le sang d'Armand se glaça. La voix était faible, presque étouffée par le vent qui sifflait à travers les planches mal jointes de l'écurie. Mais il la reconnut immédiatement. « Père ?» Sans réfléchir, il poussa violemment la porte. Elle heurta le mur dans un craquement brutal. L'odeur de foin humide et de bois ancien envahit ses narines. La lumière de la lune filtrait à travers les interstices, dessinant des ombres inquiétantes sur le sol. Julien était là, ligoté à une poutre centrale, les poignets attachés derrière le dos, le visage marqué par un coup récent. Son manteau avait disparu. Sa chemise était tachée de neige fondue et de boue. Pendant une seconde, Armand resta figé, incapable d'assimiler l'image devant lui. Puis la colère explosa. Il se précipita vers son fils et défit les liens avec une brutalité tremblante. Qui a fait ça? Sa voix n'était plus qu'un grondement. Julien grimaça de douleur en bougeant ses bras engourdis. « Je n'ai pas réussi à partir. »
Il m'a suivi jusqu'ici. Il voulait les documents. Quels documents? Où sont-ils? Julien hésita, scrutant l'obscurité autour d'eux comme s'il craignait encore une présence. En sécurité. Mais il sait que je les ai vus. Il sait que j'allais tout te révéler. Un bruit sec retentit derrière eux. Les deux hommes se retournèrent. Une silhouette se tenait à l'entrée de l'écurie, éclairée par la lumière froide de la lune. Impossible de distinguer clairement le visage, mais la posture était assurée, presque provocante. Ce touchant lança la voix avec un calme glaçant. Les retrouvailles de Noël. Armand sentit son cœur battre dans ses tempes. Qui êtes-vous? La silhouette avança d'un pas. Le bois craqua sous ses chaussures élégantes. Julien se raidit. C'est lui? Armand fit instinctivement barrage devant son fils. Vous auriez dû rester à l'intérieur, Armand, poursuivit l'homme d'un ton presque détaché. Vous n'auriez jamais dû chercher derrière ce panneau. Certaines choses doivent rester enterrées. Le vent redoubla, faisant claquer la porte contre le mur. Puis la silhouette sortit lentement de l'ombre, et le visage révélé sous la lumière lunaire fit vaciller toutes les certitudes d'Armand. Le visage qui apparut sous la lumière blafarde n'était pas celui d'un inconnu. C'était Mathilde, sa propre sœur. Armand sentit le sol se dérober sous ses pieds. Pendant un instant, il crut que la fatigue et le choc lui jouaient un tour cruel. Mais non, c'était bien elle. Son manteau sombre, élégamment coupé, portait une déchirure nette au niveau de la manche, comme si un morceau en avait été arraché avec force. Le fragment de velours qu'Éléonore avait serré dans sa main. « Toi » murmura Armand, incapable de contenir l'incrédulité dans sa voix. Mathilde ne semblait ni paniquée ni désolée. Son regard était froid, calculateur. « Tu as toujours été trop confiant, Armand, trop persuadé que le sang protège de tout. » Julien tenta de se relever malgré la douleur. C'est elle qui a falsifié les virements. Elle utilisait la société écran pour détourner l'argent petit à petit. Mathilde esquissa un sourire presque imperceptible. Détourner est un mot bien dramatique. Disons que j'ai simplement récupéré ce qui me revenait. Ce qui te revenait? La voix d'Armand tremblait désormais de rage. Père t'a tout laissé. Le domaine, les terres, l'entreprise. Moi, quelques bijoux et une rente ridicule. Tu as toujours été l'héritier préféré. Le vent s'engouffra dans l'écurie, soulevant la poussière et les brins de paille. L'atmosphère semblait vibrer sous la tension. Alors tu as décidé de me ruiner? Lança Armand. Pas te ruiner. Te faire tomber. Lentement. Que tu comprennes ce que c'est que de perdre le contrôle. Julien serra les poings. Elle allait te faire accuser de fraude fiscale. Les signatures falsifiées auraient suffi. Un silence lourd s'abattit. Armand regarda sa sœur comme s'il la découvrait pour la première fois. Tous ces dîners partagés. Tous ces sourires polis, une mise en scène parfaite. Et Éléonore? Demanda-t-il d'une voix sombre. Mathilde haussa légèrement les épaules. Elle n'aurait pas dû s'en mêler. Ces mots furent comme une étincelle sur de l'essence. Armand fit un pas en avant, mais Mathilde recula immédiatement vers l'extérieur. Dans sa main, quelque chose brillait brièvement à la lumière, une petite arme dissimulée. Julien retint son souffle. « N'approche pas, Armand. Cette nuit peut encore se terminer calmement. Si tu me laisses partir. » Le silence de la campagne semblait suspendu à cette décision. Et dans la maison, au loin, une fenêtre venait de s'illuminer brusquement, comme si quelqu'un venait d'assister à toute la scène. La lumière à la fenêtre tremblait, comme une bougie agitée par un courant d'air. Armand la fixa une fraction de seconde, l'esprit traversé par une pensée fulgurante. Il n'était peut-être pas seul à connaître la vérité. Dans l'écurie, le froid devenait mordant. La petite arme dans la main de Mathilde ne tremblait pas. Elle semblait étonnamment calme, presque résignée. « Tu ne tireras pas » dit Armand d'une voix basse mais ferme. « Pas la veille de Noël. Pas contre ta propre famille. » Un éclat passa dans les yeux de Mathilde. « Tu crois encore que les dates ont un sens? Que les traditions effacent les injustices ?» Julien fit un pas discret sur le côté, cherchant quelque chose derrière une vieille charrette. « Père, elle bluffe peut-être. »« Je ne bluffe jamais, » répondit-elle sèchement. Au loin, un bruit de moteur rompit le silence de la campagne. Des phares apparurent au bout de l'allée principale du domaine, traversant les arbres enneigés comme deux lames de lumière. Mathilde tourna brièvement la tête vers la source du bruit. Une hésitation, à peine perceptible. Armand la vit. « C'est fini, Mathilde, » dit-il doucement. « Quelqu'un a dû appeler les autorités. » Son regard s'assombrit. « Gérard ?» Julien fronça les sourcils. « Quoi ?» Il savait. Pas tout, mais assez pour comprendre que quelque chose se tramait. Il devait surveiller les comptes avec moi. S'il a vu les mêmes anomalies,
Les phares se rapprochaient. Mathilde recula encore d'un pas vers l'extérieur. « Vous ne comprenez pas? Si tout éclate, je ne serai pas la seule à tomber. » Le vent redoubla, faisant claquer violemment la porte de l'écurie. La détonation qui suivit sembla se confondre avec le bruit du bois frappant le mur. Un coup de feu. Le temps se figea. Armand sentit un choc brutal à l'épaule et bascula en arrière. Julien cria son nom, sa voix brisée par la panique. La petite arme tomba dans la neige. Mathilde fixait ses mains comme si elle ne reconnaissait plus ce qu'elle venait de faire. Les phares éclairèrent désormais toute la scène. Une voiture noire s'arrêta brusquement devant l'écurie. La portière s'ouvrit, et la silhouette qui en sortit n'était ni un policier, ni un inconnu. C'était Gérard. Le cri de Julien se perdit dans le vent tandis qu'il se jetait au sol auprès de son père. La neige se teinta lentement de rouge autour de l'épaule d'Armand. Ce n'était pas une blessure mortelle, mais le choc, la douleur, la trahison, tout se mélangeait dans son regard devenu flou. Mathilde restait immobile, figée par l'instant qu'elle ne pouvait plus effacer. La portière de la voiture claqua. Gérard s'avança d'un pas rapide, le visage fermé, les yeux durs. Il observa la scène en silence, Armand au sol, Julien agenouillé, Mathilde tremblante. « Je vous avais dit que ça irait trop loin », lança-t-il d'une voix glaciale. Julien releva brusquement la tête. « Tu savais ?» Gérard soupira, comme accablé par une fatigue ancienne. « Je savais qu'elle détournait de l'argent. Je pensais pouvoir contrôler la situation, récupérer les fonds discrètement. Mais quand ton fils a commencé à fouiller, tout s'est accéléré. » Le regard d'Armand, malgré la douleur, s'embrasa. « Alors tu n'es pas innocent non plus. » Gérard ne répondit pas tout de suite. Les gyrophares bleus apparurent enfin au bout de l'allée, reflétant leur lumière sur la neige immaculée. Quelqu'un, depuis la maison, avait bien alerté les autorités. Mathilde sembla sortir de sa torpeur. « Tu m'as promis que personne ne serait blessé », murmura-t-elle à Gérard, la voix brisée. Un silence lourd tomba entre eux. Julien comprit. « Vous étiez ensemble » souffla-t-il. Gérard détourna les yeux. Armand tenta de se redresser malgré la douleur. Pour l'argent ou pour le pouvoir? Mathilde laissa échapper un rire fragile, presque hystérique. Pour exister, pour ne plus être l'ombre. Les voitures de police s'arrêtèrent brusquement devant l'écurie. Des agents sortirent, armes baissées mais prêts à intervenir. Julien serrait toujours son père contre lui. Le froid mordait sa peau, mais il ne le sentait plus. Il fixait Mathilde comme s'il découvrait la fragilité tragique derrière sa froideur. Armand, malgré le sang qui imbibait sa chemise, trouva la force de parler une dernière fois avant que les policiers n'encerclent la scène. « Noël, » murmura-t-il difficilement. « Une nuit censée rassembler les cœurs, et nous avons laissé la rancœur les détruire. » Les menottes se refermèrent sur les poignets de Mathilde. Gérard ne résista pas non plus. Alors que les ambulanciers prenaient en charge Armand, la neige recommença à tomber, silencieuse, recouvrant lentement les traces de violence. Julien leva les yeux vers le ciel obscur. Cette nuit avait brisé leur famille. Mais peut-être venait-elle aussi de révéler la vérité qu'ils avaient trop longtemps refusé de voir. La neige tombait plus dense désormais, effaçant peu à peu les empreintes, les taches, les preuves visibles d'une nuit qui venait de fracturer une famille. Les lumières bleutées des gyrophares se reflétaient sur les flocons, donnant à la scène une irréalité presque théâtrale. Armand fut hissé sur une civière. Il serra faiblement la main de Julien avant que les ambulanciers ne l'emportent vers l'ambulance. Son regard, malgré la douleur, restait lucide. Il ne disait rien, mais dans ses yeux passait une détermination nouvelle. Cette nuit n'était pas seulement une trahison révélée. C'était un système entier qu'il devait comprendre. Julien resta immobile quelques secondes dans la neige, incapable de détourner les yeux de Mathilde. Elle ne pleurait pas. Elle semblait vide, comme si toute la rage qui l'avait animée s'était consumée en un instant. Lorsque les policiers l'emmenèrent vers la voiture, leurs regards se croisèrent une dernière fois. Il y eut quelque chose d'inattendu. Pas de haine, mais une peur sourde. Gérard, lui, gardait le silence, les mâchoires serrées. Pourtant, en montant à son tour dans le véhicule, il murmura à voix basse, presque pour lui-même, « Ce n'est pas terminé. » Julien l'entendit. Ses mots s'enfoncèrent en lui comme une écharde. Quelques minutes plus tard, le manoir semblait étrangement calme. Les invités avaient été priés de rester à l'intérieur pour leur déposition. Le médecin parlait à voix basse avec les autorités. Éléonore, enveloppée dans une couverture épaisse, observait la scène depuis le seuil, le visage marqué par l'épuisement. Julien s'approcha d'elle. « Il faut que je te dise quelque chose, » souffla-t-elle. Sa voix tremblait, non plus de froid, mais d'inquiétude. « Les documents, je ne les ai pas tous vus. »« Julien,
Il y avait un nom que je ne connaissais pas, une société différente, pas celle de Mathilde, une autre structure. Il sentit son estomac se nouer. Gérard? Elle secoua lentement la tête. Non, quelqu'un d'encore plus haut placé, quelqu'un qui ne vit pas ici. Le vent fit grincer les volets du manoir. Julien tourna lentement la tête vers la façade imposante de la demeure familiale. Derrière l'une des fenêtres de l'étage, une silhouette venait d'apparaître brièvement avant de disparaître dans l'ombre. La silhouette derrière la fenêtre n'était pas une illusion. Julien en eut la certitude au moment même où les rideaux se refermèrent lentement, comme tirés par une main calme, maîtrisée. Quelqu'un observait. Quelqu'un qui n'avait ni fui, ni paniqué, ni crié. Quelqu'un qui attendait. Les jours qui suivirent révélèrent des couches de vérité plus profondes encore que la trahison de Mathilde. Les enquêtes financières mirent au jour un réseau complexe de sociétés écrans, de comptes offshore, de signatures copiées avec une précision glaçante. Mais au sommet de cette architecture invisible se trouvait un nom que personne n'avait osé prononcer. Un investisseur discret, un bienfaiteur ancien du domaine, un homme respecté, décoré, intouchable. C'était lui la silhouette derrière la vitre. Gérard n'avait été qu'un intermédiaire. Mathilde, une pièce blessée sur l'échiquier. La rancœur familiale avait été exploitée, manipulée, amplifiée pour masquer une opération bien plus vaste, absorber le domaine de Lacroix, provoquer la chute d'Armand, racheter à bas prix ce que des générations avaient construit. Mais cette nuit de Noël avait changé le cours du jeu. Armand survécut. Sa blessure guérit plus vite que sa confiance, mais dans son regard naquit une clarté nouvelle. Pour la première fois, il écouta vraiment son fils. Il comprit que le pouvoir sans vigilance engendre l'aveuglement, et que la loyauté silencieuse d'Éléonore valait plus que 1000 alliances mondaines. Lorsque les preuves furent enfin rendues publiques, le scandale éclata comme une tempête sur la haute société régionale. L'investisseur tomba, les masques tombèrent, les illusions brûlèrent, et dans la cour du manoir, un an plus tard, la neige retombait à nouveau. Mais cette fois, les lumières de Noël n'éclairaient plus un foyer divisé par l'orgueil. Elles illuminaient une famille reconstruite dans la vérité. Mathilde, depuis sa cellule, avait écrit une lettre, pas pour demander pardon, mais pour reconnaître enfin que l'amour étouffé par la jalousie devient poison. Armand, debout près du grand sapin, posa une main apaisée sur l'épaule de Julien. Noël ne révèle pas seulement nos ténèbres, dit-il doucement. Il nous offre la chance de les affronter. Le vent souffla, mais il n'était plus menaçant. Il semblait porter autre chose. Une promesse. Car parfois, il faut une nuit glaciale, une trahison déchirante et une vérité brutale pour comprendre que la lumière la plus forte naît au cœur même de l'hiver.